Hop là. Et ben voilà. On est le vendredi 7 mai 2021. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'espère que le son ça va, que l'image ça va, parce qu'hier Antoine nous a fait un super show technique où on a essayé de faire des tests incroyables. Comme on est un peu partout, je vous dis que c'est ici sur Twitch bien sûr qu'on peut se parler via le chat et s'entendre, se discuter, voilà. C'est vendredi, donc c'est bientôt le week-end. Et puis surtout, vous savez quelle date, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Vous ne savez pas. Eh ben, c'est le 7 mai. Et le 7 mai, eh ben, ça fait 4 ans qu'Emmanuel Macron est président de la République française. 4 ans. Alors, il n'y a pas prévu de fête, il n'y a rien de marqué sur l'agenda. C'est une petite célébration. On se rappelle, hein, les premières, deuxièmes célébrations, c'était l'an 2 du mandat d'Emmanuel Macron, machin. Puis là, bon, on sent que, bon, 4 ans après, ça va être compliqué. Donc le gars a pas fait de célébration particulière. Il a juste dit bon, m'emmerdez pas les gars. Il nous reste un an. Maintenant c'est campagne, hein, campagne. Il faut se faire réélire hein, pour l'an prochain. Vous êtes, c'est l'anniversaire de Marius, 14 ans. Bon anniversaire Marius. Alors 14 ans, c'est bien. Tu ne pourras pas voter l'an prochain encore. La majorité est à 18 ans, mais voilà. Alors il est né sous 14 ans, 2000. Il est né sous Sarkozy. Moi, je suis né sous Giscard. Ouais, chacun sa croix, chacun son boulet. Mais bon anniversaire, Marius, bravo. Et alors, donc pour ceux qui nous rejoignent ici pour la première fois, c'est la revue de presse du Monde Moderne, revue qui fait le tour de la presse affiliée aux milliardaires, chaque matin à 8h sur Twitch, mais aussi sur YouTube. Mettez des likes, parlez-en, partagez ce lien à tout le monde. Maintenant, vous pouvez même vous abonner. Si vous avez un compte Amazon Prime sur Twitch, vous pouvez financer cette revue de presse parce que vous l'adorez et qu'on en a bien besoin pour s'équiper. Vous avez vu Antoine hier, c'était pas de la blague, hein, c'était vraiment, il a ramé. Et voilà, et j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est vendredi, donc c'est toujours bien, hein. C'est un jour que j'ai toujours bien aimé, le vendredi, parce que c'est le dernier jour de la semaine, tout simplement. Parce qu'il y a des jours comme ça, que le mardi, le mercredi, tu sais pas trop, le jeu, ouais, mais le vendredi, ça va. Et donc ce matin, alors je vous fais le petit récapitulatif du menu. Le chef Chalençon vous propose, alors on va parler de Pascal Praud dans Le Monde. On découvre qu'il est, non seulement qu'il déjeune à Matignon, ça je vous en avais parlé, c'était un indiscret du Point, je sais plus. Mais il dîne aussi à l'Élysée avec Bruno Roger-Petit, le monsieur post-it d'Emmanuel Macron. C'est incroyable. On va parler de l'émoi des policiers après que l'un d'eux ait été froidement abattu par un petit dealer de merde à Avignon. Estrosi qui s'en va des LR. Il ne regrette rien. L'Amazonie, qui n'est plus du tout un poumon de la planète, mais plutôt l'inverse. Fischer, Alain Fischer, le monsieur vaccin, très discret. Monsieur Vaccin, qui va parler aux lecteurs du Parisien et qui va tout leur expliquer sur la picouse. Les Échos nous parlent aussi des gestes barrières, un sondage qui met Macron à 33%. Alors Macron, c'est génial, il est tout le temps à 33%. C'est voilà, quel que soit au plus bas, au plus haut, 33. Bon, dites 33, Macron, très bien. La levée des brevets, tout le monde en parle, mais alors qu'est-ce que ça signifie? Rappelez-vous, il y a un mois, même pas 15 jours, même pas une semaine, tout le gouvernement disait mon micro. On va pas lever les brevets, bordel. Vous vous rendez compte, ça coûte cher de développer des vaccins. C'est n'importe quoi ce que vous racontez. Vous êtes vraiment nuls. Et puis Joe Biden arrive et dit, oh, on va lever les brevets. Et alors là, ils disent, ah bah c'est super, Joe Biden, il est d'accord avec nous. C'est super, dis donc. Heureusement qu'on était là hein, pour que Joe Biden, quelle bande de clowns. C'est merveilleux. Et puis, un sommet social à Porto pour l'Europe, mais l'Europe qui se prépare quand même à faire des accords de transport de troupes de part et d'autre du continent. On n'est jamais trop sûr, on prépare l'Europe sociale pas tant que ça, on prépare surtout la guerre, c'est toujours mieux la guerre. Jacques Attali aussi, qui a un peu peur, qui a un petit édito sur l'humiliation.
il sent des choses qui viennent peut-être. Le Falcon 10, très content ici. Vous savez qu'on a un amour des jets privés, des jets d'affaires au monde moderne, et le Falcon 10 enfin dévoilé à la presse, c'était hier. Quelle chance. On va parler de Fimalac aussi, de la nostalgie, puisque c'était aussi l'élection de François Mitterrand, mai 1981. Libé en fait un numéro spécial quasiment. Et puis les vannes des vaccins ouvertes largement. Hein. On vaccine à tout va, on vaccine à gogo, vaccin gratuit, vaccin offert, vaccin pas obligatoire, mais peut-être bientôt. C'est Macron qui vaccine à tout va. Et puis on aura également une interview de Darmanin dans le Figaro, une interview d'Estrosi aussi, c'est vachement beau. Et le Figaro qui est le seul journal à parler de la Colombie, où la police tue sans d'ailleurs être très emmerdée. Et où ça se passe très mal. Mais tu vas même pas parler du derby. Quel derby? C'est quoi le derby? Merde. Non, puis il y a la guerre aussi dans les eaux territoriales à Jersey, où c'est en train de se friter méchamment entre les pêcheurs français et pêcheurs anglais, parce que voilà, le Brexit, c'était bien, mais tout n'était pas prévu. Enfin, il y a 3 trucs, vous allez voir. C'est la revue de presse du monde moderne. Merci d'être là. Attachez vos ceintures. J'ai eu des chips après mon vaccin et un Mars. C'est vrai? C'est génial. Non, mais bien sûr qu'on n'ose pas les anticorps. Quelle idée? L'idée, c'est de vacciner, hein, y compris dès 12 ans. Hein. Maintenant, c'est allez. Il y a des pays qui vont vacciner très tôt. Nous, déjà, à partir de 18, puis après, on verra. Alors, vous allez voir, l'interview de Fischer, on va en parler. C'est croquignolesque. Alors... Donc, où en étais-je dans cette revue de presse qui n'a pas encore commencé, mais qui déjà, par le menu, me paraît phénoménal. Ah oui, Pascal Praud. Pascalou. Qu'est-ce qui quoi? Pascalou, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, Pascal Praud, comme je vous le disais, on apprend par voie de presse, hein, donc c'est dans Le Monde, Ariane Chemin, que Monsieur Praud a été reçu à dîner à l'Élysée. Tout simplement avec Bruno Roger Petit, mais pas seulement, hein, des retrouvailles. Florian Bachelier, un des invités réguliers de l'Heure des Pros, qui a été convié à un repas à la Questure. Pascal Praud, ça c'était avant. Bruno Roger Petit, qui était là. Geoffroy Lejeune, de Valeurs Actuelles. Et voilà, donc qu'il dîne tranquillement. Alors, l'idée, c'est simple, hein, cliver l'opinion en 2 camps, ça c'est le plan de la Macronie, hein, pour qu'il n'y ait plus de place pour personne. Hein. D'un côté, le Rassemblement national, attention, ils sont méchants. De l'autre côté, la République en marche, attention, ils sont gentils. Et hop, il faut voter pour les gentils ou les méchants. Attention, il faut voter. Alors, il faut savoir que les deux travaillent ensemble. La preuve, la galaxie Bolloré utilise CNews pour faire monter, bien sûr, l'extrême droite de manière totalement artificielle, tout comme les sondages et la presse de milliardaires fait monter Macron de manière artificielle. Tout ça pour que les Français se disent « Oh, on les voit à la télé tous les jours. Alors, on va voter pour un des deux qu'on voit à la télé tous les jours, comme une bonne marque de lessive. » Et on voudrait nous vendre ça. Et Pascal Praud, ce journaliste intègre, hein, qui pousse des coups de gueule comme ça sur son plateau, qui dit putain, c'est nul ça, bordel. Si on peut plus manger du homard à l'Élysée, alors bien on va où, hein? Voilà. Donc, eh bien, on apprend qu'il fait partie du dispositif comme les autres. Voilà, correspondant régulier. Il faut savoir que BRP lui envoie des SMS. BRP, c'est Bruno Roger Petit, à l'Élysée durant l'émission, où il corrige d'ailleurs les uns et les autres. Et on apprend, alors là, c'est très marrant, hein, le 15 octobre, Emmanuel Macron n'était pas présent lors de la réception à l'Élysée. Non, c'était le 15 octobre, hein, que Pascal Praud dînait là-bas. Mais Pascal Praud a reçu à table un SMS du président, occupé à Bruxelles à un sommet européen. Ce n'était pas le premier. Un jour de décembre 2018, alors qu'il officiait encore à l'Élysée, Sibeth Ndiaye, vous vous rappelez Sibeth, les masques, avait demandé aux conseillers réunis autour du président « Quel est l'imbécile qui a envoyé un message à Pascal Praud sur la prime de 100 € promise chaque mois aux travailleurs au SMIC ?» Alors, voilà, il vient de citer l'Élysée en pleine émission. Une voix rigolarde s'était dénoncée. C'est moi, c'était Macron. Voilà, Macron qui envoie des SMS à Pascal Praud. Voilà, Brigitte qui adore Pascal Praud, Zemmour qui reçoit les
coup de fil du président. C'est génial. Voilà. Donc vous êtes en France, hein, enfin en Macronie. C'est un petit pays au large de l'Europe. C'est formidable. Et voilà. Et c'est génial. Si bête, oui, on s'en rappelle. N'hésitez pas à vous abonner. Pour les nouveaux, bienvenue. Pour les habitués, coucou. Alors, visiblement, la qualité du live n'est pas super hein, pour l'image, je suis désolé. Mais j'espère que le son est bon. Ça compte le son. Et puis, alors... oui, c'est sûr. Alors, ça, on le verra, mais voilà, c'est une organisation bien rodée de propagande. Hein. Il n'est plus question d'information ou d'actualité. C'est tout à fait différent. Alors, ensuite, après Le Monde, nous avons directement Le Parisien aujourd'hui en France. Alors Le Parisien qui fait sa une bien sûr sur la colère des policiers hein, qui en ont marre d'être pris pour cible. J'avais fait mon édito hier aussi. Sous le choc, hein, la drogue c'est de la merde évidemment. On ne sait plus quoi faire pour arrêter. Et là, Avignon, enfin la dérive, hein, le taux de criminalité qui explose. Le Parisien en parle, mais on reviendra dessus avec l'interview de Darmanin dans le Figaro. Vous verrez, alors lui il fait directement le lien immigration. Vous allez voir, c'est formidable. C'est le ministre de l'Intérieur. On se demande ce qu'il fait chez... Après on dit mais quelle est la différence entre la République en marche et le Rassemblement national? Darmanin, vous verrez, il n'y en a aucune. Et alors, Estrosi qui s'en va. Il s'en va. Voilà. Mais le malaise reste. Voilà. Et alors, Éric Woerth, hein, qui était le monsieur qui vendait des hippodromes, on parlait pas de derby, mais des Républicains, qui dit « Loin d'une clarification, ce qui se passe est le symptôme d'une famille politique qui a du mal à incarner une cohérence. Mais on dirait la REM aussi. Mais qu'est-ce qui se passe, LR? Mais enfin, les régionales vous foutent complètement à plat. Et c'est vrai, c'est compliqué. Alors, il regrette hein, le départ de Christian Estrosi, qui dit qu'il y a trop de violence, et il comprend pas, parce que Xavier Bertrand est parti, Valérie Pécresse aussi, il n'y a pas eu autant de violence à leur endroit, et lui il s'en prend plein la gueule, mais il faut comprendre pourquoi, parce qu'Estrosi qui est là à dire je fais barrage contre le Rassemblement national, et je reste chiracien et sarkozyste dans l'âme, et je vais avec mon ami Muselier, il y a quelques années de ça, en 2015, il avait des déclarations, mais d'une violence, à tel point que même le bureau des LR devait le tempérer en disant non, attendez, Christian, t'es pas au RN ici, hein, t'es chez les LR. Donc les mecs sont d'une souplesse idéologique, c'est formidable. C'est des acteurs. Hein. Du moment que la soupe est bonne et qu'on peut garder son petit siège, on est prêt à s'accoutumer d'à peu près tout justement. Et c'est bien pratique le RN quand on n'a plus rien à dire. Alors, hop, je vous parlais de la forêt amazonienne. Et oui, alors elle était d'habitude appelée le poumon de la planète, hein, paf. Eh ben c'est plus le cas. Voilà. À force d'avoir déforesté, voilà qu'elle produit plus de gaz carbonique qu'elle n'en ingère, qu'elle en absorbe. Alors il faut savoir qu'il y a eu beaucoup d'incendies hein, qui ont relâché du carbone, certes, des mortalités d'arbres suite à la sécheresse de 2015. Mais aussi des glissements de terrain, une érosion qui fait que des sols sont perdus, et puis la déforestation hein, qui ne s'arrête pas, passant de 1 million d'hectares déforestés en 2017 et 2018 à 3,9 millions d'hectares en 2019-2020. Donc on n'arrête pas de flinguer la forêt amazonienne, nous, mais aussi les phénomènes climatiques. Résultat, une inversion de tendance historique du bilan carbone. Les pertes de carbone sont supérieures aux gains de 18%. Donc la forêt va peut-être nous étouffer au lieu de nous sauver. C'est fantastique. Alors il y a bien sûr... les scientifiques sont inquiets puisque maintenant la forêt amazonienne a basculé du côté des émetteurs en carbone et d'autres forêts du globe sont aussi en souffrance, c'est le cas en Sibérie, au Canada. Alors après on peut se consoler en disant que la partie occidentale de la Russie se porte bien, il y a des zones où la forêt repousse. Et il y a aussi de grandes campagnes de reforestation dans des zones qui peuvent faire la taille de la France, la Chine, et qui peuvent devenir des puits de carbone. Mais quand même, c'est assez symptomatique des temps qui courent. Ça fout les boules de se dire que la forêt amazonienne est devenue émettrice de carbone et non pas le contraire.
Alors, je sais que vous êtes nombreux à nous regarder. N'hésitez pas à vous abonner, comme je le disais, à partager cette revue de presse également un peu partout, parce que c'est quotidien, parce qu'on est bien, parce que voilà, on rigole. On rigole, même si on va crever, on va tous crever. On va tous crever. Mais non, rassurez-vous, il y a la piqûre. Alain Fischer nous dit, mais non, arrêtez, vous n'allez pas crever. On va vous vacciner. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas crever. Hein. Mais, néanmoins, il se peut que ça se passe mieux. C'est super. On voit là maintenant qui s'abonne. C'est formidable. Alors, vous allez voir. Il y a un truc génial. Sur cette interview. Alors, il dit, Monsieur Fischer, quoi qui va se passer? Alors il dit bon bah écoutez, c'est simple, il répond hein, sans filtre aux lecteurs du Parisien. Alors les lecteurs du Parisien, il faut savoir, la dernière fois qu'ils avaient posé des questions à Olivier Véran, il y avait une infirmière qui était en marche, un patron de bar qui était en marche, un mec retraité qui était anciennement sur une liste en marche, enfin bon c'est que des mecs en marche. Bon là c'est visiblement un peu plus chamarré, on a quelques questions quand même. Alors Monsieur Fischer, qu'est-ce qu'il nous raconte Monsieur Fischer? Attendez, faut que je retrouve mon fil. Enfin, voilà. Alors, toute ma tranche d'âge ne voudra pas se faire vacciner. Donc il dit ça, là on va vacciner tout le monde, vous allez voir c'est génial. Puis alors il y en a un, il demande, mais moi par exemple, moi qui ai 16 ans et du diabète, est-ce que je peux me faire vacciner? Il dit, ah non, pas toi, toi tu as, non, 16 ans, on va d'abord vacciner ceux qui ont un cancer, ceux qui sont plus graves que toi tu attendras. Puis il y en a un autre qui dit, moi j'ai 24 ans et je suis en surpoids, est-ce que je... Non, bah pareil, toi tu vas attendre. Donc en gros il dit, il n'y a toujours pas de vaccination. Salut Morgane, salut à tous. Et donc on leur dit, non mais attendez, vous verrez, ça va venir, mais pas maintenant. Donc le monsieur vaccin temporise en disant, oui, on vaccine tout le monde, mais pas tout de suite. Et puis alors, il dit, bon les gars, est-ce qu'on peut vacciner tout le monde? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ce soit bien? Alors il dit, toute ma tranche d'âge ne voudra pas se faire vacciner. Comment la convaincre? Ah oui, c'est vrai. Là, on parle des jeunes. Hein. C'est la question actuelle la plus importante. C'est dans l'intérêt personnel des jeunes, hein, dont certains développent un Covid long qui les empoisonne, mais aussi dans notre intérêt collectif pour l'immunité de groupe et le retour à la vie normale. Comment les convaincre avec des jeunes qui se font le relais à l'université, au boulot, dans leur famille? Je pense qu'à votre âge, on écoute plus un copain que le président de la République, ou encore moins un médecin comme moi. Quand l'heure sera venue, des spots seront dédiés aux plus jeunes. L'objectif est de faire parler les acteurs, des rappeurs, des sportifs. Mbappé serait idéal. Donc on va se taper une campagne de propagande vaccineuse avec du sportif, avec du Thibaut InShape qui va se faire vacciner devant les caméras, des conneries comme ça. Non mais c'est voilà. Donc il nous prépare une belle campagne de propagande pour la picouse pour les jeunes qui alors ont un Covid long certes hein, pour certains, mais globalement le Covid ils s'en foutent les jeunes. Mais il faut les vacciner pour l'immunité de groupe, c'est important, nous disent-ils. Alors non seulement il faut les vacciner, mais on dit mais qu'est-ce qui va se passer, Monsieur Fischer? Qu'est-ce que si on vaccine? Ah bah probablement hein, avec les variants, parce qu'il y a des variants. Alors ils sont pas vraiment plus dangereux, on ne sait pas trop. Hein. L'Inde, c'est pas forcément, c'est juste le Sud-Africain, mais il se dit avec les variants, se vacciner tous les ans, c'est le scénario le plus probable, évidemment. On n'y coupera pas. Hein. La picouse annuelle. Alors. Et d'où le débat sur la levée des brevets, parce que figurez-vous que Pfizer se met 26 milliards dans la poche, alors même qu'elle a récupéré 3 milliards pour sa recherche de vaccins. BioNTech, qui faisait quelques millions de chiffre d'affaires, va passer les milliards. Et tout ça grâce au vaccin, évidemment. Il dit non, mais alors, donc, et là, on nous propose un vaccin annuel, parce qu'il y a les variants des variants. Et il y a Alexis, c'est un Alexis Blanco, alors je ne sais pas ce qu'il fait, c'est un des lecteurs qui pose la question à Alain Fischer. Non mais attendez, mais dites donc, tous ces vaccins, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça ferait pas monter des variants par exemple? Et là Alain Fischer il dit bon, trop de vaccination pourrait-elle avoir un impact sur notre immunité naturelle hein, voilà. Avec les antibiotiques, la résistance, qui fait que le virus devient un super virus résistant. Là, il dit non. Alors, certes, en s'immunisant, on met une pression de sélection supplémentaire sur le virus. Cela peut favoriser l'émergence d'un virus plus résistant. Ah, c'est M. Alain Fischer qui dit ça. Il va se faire taper sur les doigts. Fallait pas le dire. M. Fischer, il dit non mais attends, après il se rattrape. Mais si on ne vaccinait pas, ce serait encore pire. Les gens tomberaient malades, le virus se diffuserait à grande échelle et trouverait alors une opportunité encore plus grande de résister.
Donc il vaut mieux vacciner pour faire un variant que laisser le virus varier tout seul. Entre trop ou pas vacciné, il n'y a pas photo. Hein. Il vaut mieux trop vacciner. Bon, d'accord, monsieur Fischer, on comprend bien. Vous êtes monsieur vaccin, donc vous n'avez pas non plus à dire qu'il faut laisser le virus faire n'importe quoi. Et puis à la fin, il dit, alors, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi la France n'a pas son vaccin? Ah, bah parce qu'on n'est pas une grande population mondiale, ça va. Et alors pour la sortie de crise, il nous rassure en disant espérez-vous pouvoir éradiquer ce virus ou craignez-vous une mutation encore plus mortelle d'ici quelques années? Alors non, il n'y aura pas d'éradication. Le seul qu'on a réussi à virer de virus dans l'histoire moderne microbiologique, c'était la variole. Après des campagnes incroyables de vaccination, mais c'est très difficile. Même pour la poliomyélite, par exemple, il reste des cas. La rougeole aussi revient. Il est illusoire de penser qu'on va arriver à court terme de se débarrasser du virus. Mais c'est pas gênant. Hein. L'hypothèse la plus probable n'est pas l'émergence d'un variant ultra agressif, même si on ne peut pas l'exclure. On laisse la porte ouverte quand même. Ce serait bête de s'en priver, moi j'ai envie de dire. Un gros variant là qui va nous faire un bon World War Z, pourquoi pas? Mais non, alors non, voilà. Mais plutôt qu'il s'atténue et se comporte comme les autres coronavirus, hein, et ça devient un rhume. Voilà. Bon, le Covid qui sera un rhume, c'est la porte de sortie rêvée pour Alain Fischer. Une fois qu'on aura vacciné tout le monde, y compris les bébés qui n'ont rien demandé. Mais c'est le Covid. Que voulez-vous, ma madame? C'est le Covid. Bon, alors, ensuite, nous passons aux Échos. Alors, les Échos, eux, ils font bien sûr la une sur. Ah ben attendez, on va quand même pas lever les brevets. Mais comment? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Mais Michel, d'où tu lèves les brevets? Qu'est-ce que quoi? Alors, c'est la bataille mondiale qui a pris de court. Hein. Évidemment, les Big Pharma, mais avant ça, quand même, une petite nouvelle, parce qu'il n'y a pas que les Big Pharma qui en chient si on lève les brevets, mais avec le Covid, on a oublié, mais les gestes barrières font qu'on est moins malade. Alors ça aussi, c'est dingue. Tu te dis, les gestes barrières plombent les ventes de médicaments. Et oui, les comportements hygiéniques encouragés contre le coronavirus créent une barrière efficace contre la grippe, la gastro. Alors il n'y a pas eu de grippe cette année, hein, c'est génial. Et donc on ne vend plus les cachets, les sirops, les petits trucs, les Imodium, les machins. Tout ça, ça va bien. Pas de gastro cette année. Quand les Français vont mieux, les pharmaciens s'enrhument. Cet hiver, pas d'épidémie de grippe ou de gastro. Et non, phénomène inédit qui a provoqué une dégringolade des ventes de médicaments, en particulier tous ceux qui servent à rien, l'automédication hein, contre les maux de tête, la fièvre, la diarrhée, enfin tu sais, il y en a plein qui on a interdit, même parce qu'ils étaient non seulement inutiles, mais néfastes, toutes les pastilles pour la gorge notamment. Voilà, alors la pénicilline, la large spectre, les anti-rhumatismaux non stéroïdiens, les préparations rhinologiques locales et les inhibiteurs de transit intestinal, tout ça baisse, tout ça s'en va. Même le paracétamol se vend moins bien alors qu'il est utilisé contre les effets du Covid hein, et de la vaccination. C'est à ne rien y comprendre. Par contre, hein, la vitamine, ça a explosé. Peut-être croit-elle qu'elle va les aider à combattre le risque d'infection par le virus. Ah bah, est-ce une croyance ou une réalité? Toujours est-il que oui, c'est bien de booster ses défenses immunitaires en temps de virus. Mais bon. Quasiment pas de mort de la grippe cette année. Ah bah oui, c'est vrai. Très peu de grippe hein, depuis le Covid, il faut dire. Eh oui, 2,5 millions de personnes infectées lors d'une année normale et plutôt 3700 morts hein, en 2019-2020. Et là, personne en 2020-2021, la grippe n'a touché personne. Et puis la gastro, eh bien, elle est passée sous les radars avec une incidence hein, de 80 cas hebdomadaires pour 100 000 habitants contre 240-400 cas pour 100 000 autour du Nouvel An ou de Noël, hein, quand on se fait des bisous et qu'on s'offre des cadeaux, les doigts sales, plein de foie gras. Tout ça, c'est fini. C'était le monde d'hier. Grâce au Covid, fini la gastro. Merci petit virus, on peut être content quoi. Bah oui, il faut booster ses défenses immunitaires évidemment. On continue avec. Non, mais c'est des nouvelles phénoménales en fait. Quand vous lisez la presse comme ça, vous vous dites non, mais il y a des trucs qui passent quasiment sous les radars. Mais ce coup des pharmaciens qui pleurent parce qu'il y a le Covid, fallait le faire. Et puis alors ça, que serait une semaine sans un sondage sur Macron hein, et Castex? Alors bah là, c'est un sondage Institut Montaigne, iLab et les Échos qui nous dit que Macron, bah, il est à 33%, comme tout le temps. Macron, c'est comme c'est 33. C'est
C'est incroyable, j'ai jamais vu ça de ma vie. C'est-à-dire que le mec a dit il monte, il baisse, il baisse moins qu'il est monté qu'il a baissé, et à la fin tu dis mais il a combien? 33. Tout le temps, tu regardes, c'est systématiquement, hein, c'est un truc de dingue. Et pourtant la courbe elle fait comme ça, hein. Mais à chaque fois le chiffre c'est autour de 30, 33. C'est dingue. Alors il dit qu'il a son socle, hein, même s'il a perdu quand même des électeurs de plus de 65 ans, il a perdu tous les électeurs de gauche, hein. Sauf à la France Insoumise, à partir 18% des sympathisants France Insoumise ont une bonne opinion de Macron. C'est incroyable ça. Voilà comment on fait les sondages. C'est formidable. Et puis il n'a pas perdu la confiance de la droite. Ah ben non, ça, un peu quand même, hein. Et puis quand même sous son électorat, il y a eu des chutes spectaculaires, hein, bien sûr, notamment à la gauche de la REM, hein. Ça s'émiette, terrible, et c'est de là qu'est le danger. Jean Castex, lui, qui était tombé à 23 est maintenant à 27, formidable, hein, le paratonnerre qui ne marche pas. Et puis alors Édouard Philippe Cruelot, hein, les borgneurs du Havre, lui il était à 43% en août, et alors on a arrêté sa courbe, hein, mais visiblement c'est la personnalité politique préférée des Français. Je ne sais pas ce qui se passe dans votre tête les Français, mais les sondeurs ont l'air de mieux connaître, c'est formidable. Donc voilà, un sondage avec Emmanuel Macron à 33%, on est rassuré, hein. Des fois qu'il serait à moins de 20, ça foutrait les boules. Chez le médecin, voir si tout va bien, il nous dit 33. Oui, dites 33. Macron, c'est bien. Macron, c'est bon, il peut y aller. Et puis c'est l'Institut Montaigne, évidemment qu'il faut se méfier. C'est un institut proche de la Macronie, évidemment. Tout cela n'est pas de la manipulation. Les sondages ne servent pas à nous vendre des paquets de lessive. Non, non, c'est des enquêtes d'opinion, c'est très sérieux, hein, vous savez. Non, mais c'est une vaste blague. Et puis oui, peut-être prépare-t-il l'arrivée d'Edouard. Rien n'est moins sûr, vous verrez, hein, Macron est en campagne, j'en parle dans la deuxième partie de cette revue de presse, s'il y a une deuxième partie d'ailleurs. Pourquoi je dis qu'il y a une deuxième partie? Ça fait riche, deuxième partie de la revue de presse. Dans cette deuxième partie, nous verrons comment Macron a tout fait pour placer sa réforme des retraites avant la fin de son quinquennat. Et même après, si jamais il est réélu. Paf. Alors... les craintes des industriels si jamais la levée des brevets devait avoir lieu. Alors Joe Biden a foutu la merde, hein. Il a dit il faut lever les brevets, donc la Macronie a contre-ramé. Alors Clément Beaune c'est le plus beau, hein. Lui il a contre-ramé en 48 heures. Il disait attendez, on peut pas lever les brevets, vous savez c'est pas possible, sinon il y a un manque à gagner terrible pour l'industrie pharmaceutique. Et là putain en 2 jours il fait oui non mais évidemment qu'il faut lever les brevets. Heureusement que Biden nous suit, enfin. Mais du côté des industriels, et là depuis toujours, le gouvernement a été donc le lobby, hein, des Big Pharma. Alors là, c'est Big Pharma. L'une des craintes exprimées par les industriels est de voir transférer à la Chine et à la Russie des technologies de tout premier plan. Ah, le fameux ARN messager, bordel. Ça, non, ça... Merde, quoi. Pfizer a acheté BioNTech pour faire ça. Moderna a fait ça dans son coin. Il faudrait surtout pas filer ça à la Russie et à la Chine, qui eux font des vaccins old school. D'ailleurs, le vaccin chinois n'a pas l'air de super marcher, hein. Vous avez vu, aux Maldives, ils avaient vacciné à fond avec le vaccin chinois. Et ben, ils confinent et les cas explosent. C'est à ne rien comprendre. Et alors, les droits de propriété intellectuelle, hein, bien sûr, il ne faut pas casser le modèle d'innovation, hein, puisque les droits de propriété intellectuelle aident, ils n'entravent pas l'accès à l'innovation en permettant les investissements à long terme. Voilà, ça c'est le vice-président de la Chambre de commerce américaine qui nous dit ça. Sans les brevets, Moderna n'aurait jamais réussi à lever 1,3 milliard de dollars pour financer le développement de son vaccin. Et c'est vrai, bien sûr, il faut des brevets pour récompenser la recherche. Mais une fois que tu en arrives à faire un tel fric, parce que 26 milliards, c'est pas 15 milliards, hein. Pfizer va se faire 26 milliards en vendant les vaccins. Il va en plus augmenter les prix des vaccins et il a le monopole de la production. C'est bien tout le problème, vous allez voir. Et un avocat spécialisé en propriété intellectuelle, monsieur Michel Abello, parce que c'est de la famille d'Abello, je ne sais pas, j'irai voir, les représentants de l'industrie au travers de l'IFPMA expriment la difficulté à améliorer les conditions de production, hein. Ouais, voilà, et voilà. Pénurie de matières premières. Ben oui, c'est bien beau de dire qu'on lève les brevets, mais après, il faut les trouver, les petits ARN messagers. Comment on va faire le petit virus, les petites protéines de gras, là, comment on fait? Alors voilà, et puis il y a des problèmes, bien sûr, les barrières à l'exportation, le manque de bras pour partager le savoir-faire, alors qu'ils doivent eux-mêmes accélérer leur montée en charge et préparer les boosters pour l'automne. Et oui, parce que vous croyez quoi, vous? C'est pas parce que vous avez 2 picousses que vous êtes sauvés. Non, il faudra un booster à l'automne, parce que l'épidémie va revenir à l'automne. Et donc, c'est pas parce que attention, c'est pas ce que vous croyez. Et heureusement, Pfizer, on en parlait cette semaine, prépare une petite pilule en plus des vaccins, pour être bien sûr. Alors, ils n'ont pas dit ce qu'il y avait dedans, mais c'est pareil, c'est beaucoup de recherche, beaucoup de développement. Voilà, hein, Maggie?
Maggie, toi, le coronavirus, tu t'en fous, hein. Ouais, ouais, ouais. C'est la beauté des chats, c'est qu'ils s'en foutent de tout. C'est vraiment des branleurs. Euh, enfin voilà, donc protéines spike, voilà. Combien de chats qui ont... Non, tu bois pas mon café. Bon. Et alors, l'Europe se réunit aujourd'hui, je passe du coq à l'âne, mais c'est aussi comme ça qu'on fait une bonne revue de presse, se réunit aujourd'hui au Portugal pour parler de l'Europe sociale. Non mais ce serait bien qu'on fasse l'Europe sociale, tout ça. Alors l'Europe sociale, plus tu en parles, moins tu la vois. C'est le principe, tiens, là-bas. Et donc, en marge de ça, alors l'idée c'est d'avoir des salaires minimums. Alors les pays de l'Est n'en veulent pas. Nous, on en veut parce que ça ferait baisser les salaires minimums, harmoniser, hein, ils appellent ça harmoniser, mais quand même, d'un côté, les ministres de la Défense de l'UE ont approuvé jeudi, hier, la participation des États-Unis, du Canada et de la Norvège, membres de l'OTAN, à un projet commun visant à accélérer le mouvement des troupes en Europe. Allez, allez. L'idée, c'est qu'on puisse avoir l'armée américaine qui déboule et qui traverse l'Europe comme ça, sans avoir à demander l'autorisation. On a déjà trimballé des tonnes et des tonnes de matos vers les pays baltes, et on continue, hein, avec les troupes. Alors, la ministre allemande de la Défense, Annegret Kramp-Karrenbauer, qui a un nom qui va tout à fait avec sa fonction, a estimé qu'il s'agissait d'un bond en avant dans la coopération concrète lorsqu'il s'agit de garantir que des troupes puissent être déployées en Europe et au-delà des frontières nationales. Voilà, c'est magique. Donc, voilà, on pourra déployer des troupes comme ça, en claquant des doigts, à la frontière. C'est magnifique. L'Europe sociale, elle est d'abord celle du mouvement de troupes. Et puis du mouvement aussi du travailleur détaché. Vous vous rappelez ces fameux travailleurs détachés, la directive Bolkestein. On n'en parle plus, mais il y en a toujours autant sur les chantiers, dans la restauration et un peu partout. Donc voilà, ça ne change pas. Pourquoi changer une équipe qui gagne? Bah oui, l'Europe sociale. Ouais, moi ça me fait bien marrer quand j'entends ça, mais bon, ils y croient, hein. Et puis alors il y a un petit édito de Jacques Attali, Jacques le fataliste, hein, qui, alors on commémore l'élection de Mitterrand. Lui, c'était un des conseillers historiques de Mitterrand. Puis là, après, il a conseillé Sarkozy, puis après Macron. Enfin, il a conseillé tous les présidents depuis X années. Et il dit bon, quand même, il y a un truc qui va pas en France, hein, c'est le sentiment d'humiliation. C'est que la France est bon, c'est banqueroute, hein, c'est banqueroute cacahuète. Et il dit mais attention, il faudrait surveiller l'eau qui dort parce qu'il n'y a rien de pire que l'humiliation qui conduit au pire. Il serait temps de prendre conscience de cette humiliation en devenir, de se dresser face à elle avant qu'elle n'envahisse le corps de la nation, qu'elle ne devienne publique revendiquée. Si c'est le cas, hein, voilà, parce qu'il parle du déclassement, hein, du fait de ces politiques, enfin les politiques que lui a conseillées pendant des années. Hein. Et face à cette situation, les réactions sont la colère, la rage, la dépression, la haine de soi, le repli, l'orgueil ou le désir de revanche. Certains se laissent couler, d'autres cherchent des boucs émissaires. Et il a peur, Jaco, d'être un bouc émissaire. Et oui, parce que si c'est le cas, hein, si quelqu'un met un jour un nom sur cette humiliation et la désigne comme une situation intolérable, elle aura de profondes conséquences. En toute logique, elle pourrait conduire à l'élection de quelqu'un de frustre, mon Dieu, qui saura exploiter ce sentiment et déclencher un sentiment de rage et le canaliser contre tous ceux qui, expliquera-t-il, nous ont emmenés là. Bah Jacques, je pense qu'il essaye de trouver un gilet de sauvetage. Tu sais, c'est pas moi, non, c'est lui. Mais non, mais Jacques, c'était pas toi qui a foutu Macron là où il est. C'est pas toi qui a conseillé tout le monde là depuis 40 ans pour qu'on en soit là. Et donc voilà, Jacques a peur d'être un bouc émissaire à cause de quelqu'un de frustre et de voir cette rage contre lui. Mais non, rassure-toi, on t'adore, Jacques Attali, on t'adore. Tes chroniques sont toujours aussi croquignolesque, toujours assez décalé. Et oui, Fourche 2022, c'est assez frustre comme slogan, mais je crois que ça a le mérite d'être clair. C'est l'ancien régime, donc pourquoi continuer et cette foutue fusée, quelle fusée? Non, vous allez voir, on va parler de jets surtout. Pas de jet 27, des vrais, des jets d'affaires. Hein. Ah, regardez-moi ça comme c'est beau!
Hein, c'est le Falcon 10, bordel. Alors, hein, qu'est-ce que c'est ce bordel? Eh ben, c'est le nouveau fleuron de Dassault. Dernier né, hein, c'est le plus performant, le plus beau, il est merveilleux. Alors, vous savez qu'on a une passion jet privé ici au monde moderne. Il vaut 75 millions de dollars. Donc, abonnez-vous, hein, bien sûr, si vous le pouvez, dès maintenant. On fera des crowdfunding chaque année pour s'acheter au moins une roue de ce magnifique appareil. L'idée, c'est qu'à terme, on puisse avoir un jet avec le logo du monde moderne pour se balader partout dans le monde. Et alors, c'est celui-là en particulier qui a attiré toute notre attention parce qu'il est merveilleux, vous allez voir. Alors, le jet d'affaires, il faut voir, ça a un peu souffert de la crise quand même. Hein. Il y avait 809 livraisons en 2019 et c'est tombé à 644 livraisons de jets en 2020, mais grâce à ces nouveaux jets plus des nouveaux qui arrivent des Gulfstream et autres, hein, pas seulement de Dassault mais des concurrents, on espère que la demande va remonter avec les milliardaires chinois notamment qui adorent le jet, hein, ils découvrent, pour eux c'est tout nouveau, c'est comme avant t'achetais ta Trabant, maintenant t'achètes ton truc, et ben là alors ce nouveau fleuron, je vous le lis, c'est magnifique, parce que quand même, au-delà de la crise, il faut voir un peu ce qu'il y a de génial. Alors, il y a plein d'innovations. Alors, des ailes en composite carbone, comme la voilure des Rafales. Un nouveau système de contrôle de vol susceptible d'ouvrir la voie au pilotage en solo. Hein. Pour le moment, il faut quand même 2 pilotes, hein, on n'est jamais trop sûr. Et puis une nouvelle manette des gaz intelligence permettant de piloter les 2 moteurs simultanément. Et alors ils disent, ah mais si le bilan carbone de la dizaine de passagers d'un tel appareil de 57 tonnes à pleine charge risque d'en faire tiquer plus d'un, tu m'étonnes. Parce que voilà, l'idée c'est, si on mange les riches, bah déjà ils peuvent plus s'acheter des avions comme ça, là ils sont 10 couillons dans un truc où ils pouvaient prendre un gros truc déjà où il y a plus de couillons dedans, mais non là ce qu'ils veulent c'est du confort, hein, dedans, parce que comme la cabine est beaucoup plus large, alors tu peux voler sans escale, hein, 13 890 km, tu peux aller en Australie, sur la West Coast, à Honolulu sans t'arrêter, et surtout tu as beaucoup plus de place, 333,4 mètres de long, 19 hublots de part et d'autre, une cabine de 78 mètres carrés, c'est plus qu'un appartement à Paris, avec de quoi y loger, une cuisine, une table de salle à manger, un salon, une chambre double même, hein, une vraie salle de bain avec une douche, enfin bref, le confort moderne, tout ce qu'on aime ici. Et il y a l'hyper vitesse Chewy puisqu'il va à Mach 1, évidemment il y a tout ce qu'il faut, et là 2 moteurs Rolls-Royce Pearl en cours de test, hein, qui vont faire un gain de consommation de 5%, et ce seront les premiers moteurs conçus pour fonctionner avec du carburant alternatif, histoire de dire que ça pollue, mais avec du carburant alternatif. Voilà, donc si vous pouvez vous abonner sur Twitch dès maintenant, nous filer des petits sous pour qu'on puisse s'acheter un jet. Voilà, on va pas faire des crowdfunding pour autre chose que c'est un jet ou rien. Ça va être super sympa. Et The Rich, merci Motorhead. Et puis ouais, Chewie, c'était le nom de Chewbacca dans la version, la première version de Star Wars en français, où d'ailleurs ils avaient tous des noms un peu foireux. C'était quoi, Obi-Wan Kenobi, Ben Kenobi, C-3PO au lieu de C-3PO. Ouais, et enfin c'est assez marrant. Ouais, t'as envie d'écouter du rock très fort dans tes oreilles, très très fort. Tu m'étonnes, du Motorhead dès le matin. D'ailleurs ici, c'est ce qu'on aime. Et puis regardez-moi ça, une pub qu'on retrouve aussi dans le Figaro, aussi dans les Échos et un peu partout. C'est Facebook qui est très fier de dire que, écoutez, Facebook est là pour vous expliquer qu'est-ce que c'est que le méchant virus. Voilà, il travaille avec des partenaires européens pour limiter la désinformation liée au Covid-19. Voilà. Et c'est vrai, quand vous êtes sur Facebook, mon Dieu, cette horreur. Alors moi j'y suis parce qu'on partage des trucs. D'ailleurs, on est sur Facebook en live en ce moment présent. À chaque fois, vous avez attention, coronavirus, attention, Covid-19, attention, sorte de vaccination, attention, bienveillance. C'est la bienveillance Facebook, regarde, c'est attention, coronavirus, attention. Et là, ils te disent, ils nous rappellent l'importance de la collaboration. Nous poursuivons notre travail avec les gouvernements, oui, ça on avait remarqué, les organismes sans but lucratif et les chercheurs européens pour participer aux mesures de lutte et limiter la désinformation liée au Covid-19 en collaborant avec 35 certificateurs, vérificateurs travaillant dans 26 langues en Europe, tels que les observateurs de France 24 en France. Ok ?
affichant des avertissements pour limiter la diffusion de fausses informations. Oui, ça, systématiquement. Tu sais, tu mets, aujourd'hui, j'ai mangé des chips. Attention, ce produit peut contenir des informations négatives concernant le coronavirus. Allez vous faire picouser au centre le plus proche de chez vous. Et t'as un disclaimer comme ça. Et puis, alors, Facebook, il faut savoir que ces salopards, ils font la pub pour le coronavirus, tout ça, mais si jamais toi, tu refuses dans le nouveau OS que Facebook ait accès à tes données outre Facebook, mais de connexion de ce que tu fais, ils vont te dire attention, ça va devenir payant Facebook pour vous. Donc il est temps de quitter Facebook. Cyril Slucky, qui est un ami qui travaille sur un reportage, quitter Facebook. Olivier Aubert, chercheur également, qui en parle depuis des années. Ce enclos numérique rend fou. Il sape la démocratie de l'intérieur et ils en sont fiers et ils se pêchent des pages de pub dans la presse affiliée aux milliardaires. C'est quand même merveilleux. Moi, je suis admiratif devant autant de formidables. Merci Chayette de prendre un abonnement à vie. Président, ce ne sera pas en 2022, je vous rassure. Mais prenez votre abonnement, oui, prenez-le parce que cette revue de presse, elle est d'utilité publique. Et c'est important que vous soyez de plus en plus nombreux à nous suivre. Parce que, le monde moderne, quoi, la revue de presse quotidienne pour expliquer pourquoi qu'est-ce qu'on ne lit pas cette presse, bordel. Parce que, regardez. Mécénat, un plan à 430 millions d'euros de Marc Ladret de la Charrière. Alors Marc, c'est le patron de Fimalac, qui est une énorme boîte propriétaire de Webedia dont la femme de Marc est patronne, et Webedia c'est elle qui embauche, qui salarie McFly et Carlito, entre autres. Et alors McFly et Carlito, j'ai eu ouï dire, selon une source, que la vidéo avait été tournée vendredi dernier, il y a une semaine. Voilà, donc la vidéo avec Manu qui appelle ses copains. Tu sais, vas-y, tiens, appelle Vladimir, tiens, sur ton 06. Allô, Vladimir? Oui, dis donc, tu connais l'histoire de la poule qui a pas... Bref, donc ils sont allés faire ça. Oui, bien sûr, Arioff, tu as tout à fait raison. Facebook vous espionne tout le temps. Bref, mais n'y revenons pas. Facebook, c'est vraiment le pire de ce qu'on peut faire du réseau social, je crois, vraiment. D'ailleurs, Trump n'y reviendra pas. Le conseil de déontologie de Facebook, le conseil des sages, enfin la connerie qui fait croire que Facebook a une âme, a dit non, Trump ne peut pas revenir. Il est du coup, Trump est très content. Il a dit barrez-vous tous de Facebook. Et je pense que dans les mois qui viennent, le mec America Great Again va devenir un réseau social à part entière. Ça risque d'être n'importe quoi. Fausser ses propres informations, utiliser un compte fake. Oui, alors beaucoup de comptes fake, évidemment, heureusement, et un Enigma, mais on peut boycotter. Enfin, il y a d'autres choses à faire. Bonne journée, mamie Bocock, si tu y vas, il n'y a pas de problème. Twitter, oui aussi, la censure partout. Moi, je suis sur Telegram aussi, si vous voulez nous retrouver. Et puis, on est un peu partout. Et puis, on est sur Twitch, évidemment. Et n'hésitez pas à prendre vos abonnements, à nous envoyer beaucoup d'amour, comme on le fait quotidiennement. Regardez. Tout cet amour, toute cette bienveillance. On commencerait la journée différemment s'il n'y avait pas toute cette bienveillance, évidemment. Et alors donc, je reviens à Marc Ladret de la Charrière. Qui a été... Alors, il y a un de ses fils qui a été condamné pour pédophilie, qui détenait des tonnes et des tonnes d'images pédopornographiques. Et Mimi Marchand, l'ami de Brigitte, a aidé la famille de la Charrière à étouffer l'affaire. Et évidemment, c'est dans le bouquin Mimi, pour tout expliquer. Et puis là, il est content puisqu'il file un plan de mécénat à 430 millions de brousoufs, où il file sa collection d'art africain au Quai Branly. 18 œuvres qui valent je ne sais pas combien de millions. Alors il dit moi je suis un mec bien, j'aime le mécénat, j'aime pas les fâcheux qui n'aiment pas le mécénat, qui sont jaloux de tout. Ça c'est très français, vous voyez. Voilà, la mentalité française. Nous sommes une société de défiance. Certains voient dans la philanthropie un détournement de la démocratie. Voilà, et on se méfie des mécènes, les spécialistes du dénigrement permanent qui découragent les initiatives, comme ce fut le cas lors de la forte mobilisation privée pour Notre-Dame de Paris. Et oui, rappelez-vous, quand Notre-Dame brûlait, il y a eu Bernard Arnault qui dit « moi je donne », et puis après il y a eu Pinault qui dit « moi aussi je donne », alors, il donnait à coups de millions, tout ça parce que derrière il va y avoir un changement, les travaux vont permettre de faire un parvis commercial avec toutes les boutiques de luxe centralisées pour tous les touristes du monde, avec pour qu'ils vendent plus de sacs à main et plus de conneries à tous les gros riches qui adorent acheter des conneries comme ça. Et donc là, quand même, saluons l'implication de Marc Ladret de la Charrière, qui a lancé plein de fondations, la fondation FACE, Agir contre l'exclusion, avec Martine Aubry, mais aussi avec Yasmina Benguigui. Il a lancé une société de production, Elemia, et puis là, il donne ses œuvres sans faire
d'optimisation fiscale. Et voilà, il ne défiscalise pas les dons et il ne donne aucune leçon. C'est un choix personnel. Mon engagement m'apporte de grandes satisfactions. Je ne vois pas de raison de faire payer ce bonheur aux contribuables. Putain, Marc, c'est des mecs comme ça qu'il faut dans ce pays, putain. C'est des mecs qui ont un cœur en or. C'est des mecs qui... Qu'est-ce qui est... Tu vois, tu donnes tout ce que tu as reçu. C'est beau. C'est un peu comme nous ici au monde moderne, vous voyez. Quand on aura notre jet, vous pourrez venir. On ira en Australie, on fera des soirées dans le jet, on fera des trucs pareil. Ce sera un mécénat à ciel ouvert. Voilà, donc merci les mécènes. Alors la philanthropie, c'est quand même un vieux truc du capitalisme financier qui permet de faire croire que le capitalisme a une âme. D'ailleurs, dans les Échos, j'en ai pas parlé, mais Faber, qui s'est fait virer de Danone, a dit que si l'entreprise aujourd'hui, au XXIe siècle, ne s'occupe pas du social, alors l'économie de marché n'a pas d'avenir. Déclaration choc de Monsieur Faber qui s'est fait jarter de Danone. Mais voilà, donc merci les milliardaires, sans vous, évidemment, pas d'emploi, sans vous, rien du tout. Merci Olrag qui vient de s'abonner pour 1 mois. Continuez, vous allez voir, c'est super. Ici, tous les matins quand même, on en apprend des belles. Mécène des Fillons, bien sûr, la revue des Deux Mondes qui employait effectivement Pénélope Fillon. C'est lui aussi l'adresse de la Cherrière. Voilà. Et puis, alors, il faut que je change de disclaimer et vous envoyer des bits, c'est merveilleux. Je comprends rien à Twitch, mais visiblement, c'est merveilleux et je vous en remercie. Hop, alors Libé qui nous dit, ah bah oui, c'est le petit moment de nostalgie dans Libé. Si Mitterrand m'était compté, alors Serge Julie revient sur l'élection. On n'y croyait pas, puis on y a cru. Il y avait Attali, Fabius dans le bureau quand ils ont appris la nouvelle. Et alors, c'est un truc génial. Alors, il faut que je vous raconte quand même cette élection de Mitterrand. Parce qu'il dit, à l'époque, Gérard Miller nous dit, il faut se rappeler que le programme commun était incroyablement à gauche. Le grand débat, c'était de savoir si on allait rompre avec le capitalisme en 3-6 mois ou plus. Spoil, ça n'a pas du tout marché comme ça. Et puis l'ère du grand soir, la rumeur s'échappe peu à peu de Solferino, ce soir de victoire. Alors, en concert au Koweït, Dalida appelle Jacques Attali, qui conseille le candidat. Je lui ai donné les résultats et elle a appelé tout Paris, raconte Jaco. Oui. Donc beaucoup de gens ont appris l'élection de Mitterrand grâce à Dalida qui appelait tout le monde depuis le Koweït où elle donnait un concert. Ah là là, quelle émotion, quelle incroyable. On était tout près du but. Marie-Noël Lindemann qui nous en parle. Cette union de la gauche où les communistes déjà commençaient à vouloir tout désunir. Bref, c'est l'instant nostalgie dans l'IB. On sent bien parce que l'IB se relance. Suite à l'élection de Mitterrand, ils avaient cessé de paraître pendant quelques jours, et là, ils paraissent 3 jours après l'élection. C'est ce que nous raconte aussi Serge Julie dans cette édition. Et puis, après, on va parler on va clore cet instant nostalgie. Et ça, c'est assez marrant, le titre « Vaccin, Macron voit la vie en dose ». Et oui, puisqu'hier, il a annoncé que tout le monde pourrait se faire picouser à partir de 18 ans. La fin de la priorisation motivée par un accroissement des livraisons. Et oui, l'idée c'est que la campagne de vaccination ne soit pas un fiasco de plus. Il avait annoncé 20 millions de vaccinés à la mi-mai, on en est loin, 30 millions à la mi-juin, et il commence à voir que non, les chiffres... Non, parce que vous êtes des salopards de Français. Vous voulez pas vous faire vacciner. Voilà, c'est un peuple réfractaire. Et si ça continue comme ça, vous allez voir, Emmanuel Macron, il va devenir président d'un autre pays. Vous le méritez pas. Tout ça, parce que franchement, vous êtes vraiment pas sympa. Vous faites rien de ce qu'il vous demande, le président. Que ce soit là, que ce soit l'autre. Ah oui, je devais parler de l'interview de Sarkozy ce matin aussi, mais il parle beaucoup de l'Afrique, très peu de la Libye, où il dit j'ai bien fait d'y aller, parce que sinon Benghazi ça aurait été un bain de sang. Bon, la Libye est un bain de sang, globalement, grâce à l'intervention de Nicolas Sarkozy pour tuer Kadhafi. Pour libérer le peuple libyen d'un énorme tyran. C'est ce que lui raconte. Enfin, il n'en parle même pas. Le point qui ne pose aucune question, bien sûr, sur les affaires en cours, sur Big Malion et le reste. Bref, une interview de complaisance comme le point sait en faire et la presse de cour sait en faire. Et voilà. Donc, allez vous faire vacciner si vous en avez envie. Et puis, allez-y tant que vous en avez le choix, parce que bientôt, ça va être obligatoire. Parce que passeport vaccinal, tout ça, c'est pour rigoler. Mais à un moment, ils vont dire, bon, allez, ça suffit les conneries, on en a assez, allez-y. Et puis, la levée des brevets. Alors,
Biden se lance et la France et l'UE suivent en bon toutou otanesque. Et oui, nous sommes devenus des colonies de l'Empire américain. Enfin, nous sommes devenus, c'est pas nouveau, hein, ça date des années 80. D'ailleurs, Mitterrand l'expliquait très bien en disant j'ai peut-être le pouvoir, mais j'ai aucun pouvoir en réalité. C'est les marchés financiers qui font un peu tout. On fera pas, non, on va pas faire de test qui est vacciné. Chacun fait bien ce qu'il veut en son âme et conscience. Et puis on verra si les vaccins marchent. Parce qu'apparemment, Fischer le dit dans son interview, c'est 6 mois. On est sûr que ça dure 6 mois à peu près. Mais enfin, il y en a qui marchent pas quand même. Quand tu vois les Maldives, tu te dis, bah attendez, vous avez vacciné tout le monde là, les chiffres explosent et vous confinez. C'est quoi ce bordel? Donc bon, il y a des questions qui se posent. Puis il y a les thromboses, 28 thromboses en France quand même. Bon, quelques morts. Ouais, c'est bon, c'est des vaccins. Ça arrive, nous disent-ils. Certes. Et alors là, bon, le côté des brevets. Alors c'est vrai quand même. Donc comme c'est la seule solution qu'ils ont trouvée, c'est les vaccins. Heureusement, Pfizer travaille sur une petite pilule qui devrait marcher. Et là, ils disent bon. Alors, grosse volte-face. Et là, ils ont l'air complètement cons. Et oui, l'annonce de Washington a changé la dynamique des négociations à l'Organisation mondiale du commerce. Et oui, la décision de lever temporairement les brevets va être prise à l'unanimité. Et jeudi, Emmanuel Macron, jusqu'ici opposé à cette mesure, s'y est dit tout à fait favorable. Oui, écoutez, si Joe Biden l'a dit, c'est le patron. Moi, je fais ce qu'il dit, le patron. Hein, voilà. C'est quand même dingue. Et on a vu tous les uns et les autres retourner leur veste. Clément Beaune, Monsieur Patate, qui a été le plus beau retournement, le plus court laps de temps. Hein. Vraiment, il a fait un truc génial. Puis il y a les rageux. Il y a les rageux à la Commission européenne qui disent non mais Biden, c'est bien joli, mais tout ça, c'est parce que c'est un rideau de fumée. L'Amérique cherche à donner au monde une image de générosité alors qu'elle est assise sur son tas de vaccins. Et c'est vrai, Pfizer, c'est eux qui le font. Hein, c'est une entreprise américaine, avec BioNTech qui est une entreprise allemande. Et donc les mecs disent non mais attendez, c'est du foutage de gueule, quoi. Et c'est pas faux. Il y a un peu de la posture là-dedans. Et la levée des brevets, si elle se fera sous condition, vous verrez, ce sera compliqué. Et puis cette petite news, vous la reconnaissez? Mais oui, c'est Disaster Girl. C'est cette petite fille que son papa avait pris en photo lors d'un exercice des pompiers de la ville. Alors c'était, je sais plus, aux États-Unis. C'était en 2005 de Alamance County. Donc c'est un faux incendie. Hein, c'est un incendie d'exercice des pompiers. Et donc la petite fille qui rigole et qui est devenue un mème de tous les internets appelé Disaster Girl. Le problème, c'est que Disaster Girl a maintenant 21 ans, elle fait ses études, et cette photo la poursuit parce que partout où elle arrive, on arrive à retrouver que c'est elle, Disaster Girl. Dave Ross, photographe amateur, qui avait pris en photo Zoé, sa fille. Mais voilà, justice rendue, enfin, elle a pu, grâce aux non-fungible assets, les NFT, vendre cette photo sur les internets. Ça permet de vendre des œuvres numériques. Grâce à un code numérique unique, et tu peux les collectionner avec de la monnaie virtuelle. Et voilà, en avril, elle a pu vendre cette photo, Disaster Girl, et elle a récupéré 180 Ethers, c'est environ $500,000 qui vont financer ses études. Et d'ailleurs, elle donnera aussi à quelques ONG. Bravo Disaster Girl, quand même, le monde est formidable. Nous vivons dans un monde moderne, c'est ça. Mais il faut faire attention, surtout les photos de vos gosses, hein, ça les poursuit à vie après, à vie. Donc attention, ne mettez pas ça sur Internet, en fait. Et le bébé Lotus, bah c'est vrai. Qu'est-ce qui est devenu le bébé? Tous ces comment il s'appelait, Maman j'ai raté l'avion, Macaulay Culkin, hein, ça lui a fait du mal aussi, la célébrité. Et Britney Spears, oh là là, c'est tout, non, c'est vrai. Donc mais Disaster Girl s'en sort plutôt bien. Et puis ce mot, vous l'avez tous entendu, s'enjailler. Mais oui, on s'enjaille, c'est faire la fête. Hein. Il vient d'entrer dans le Petit Larousse. C'est une expression argotique du nouchi ivoirien qui signifie faire la fête, s'amuser et s'enjailler. Voilà. Est-ce que c'est de l'appropriation culturelle ou pas? Permettrait de se poser la question, mais ça montre comment la francophonie est riche. Et c'est vrai, moi j'adore ce mot. Je crois qu'on n'est pas les seuls et on a tous besoin de s'enjailler, les enfants en ce moment. On a besoin de s'enjailler. Alors attendez. Allô? Oui? Oui? Ok. Bah, je vous appelle. Ouais. Non, mais sinon je viendrai. Mais je vous appelle dans 10 minutes. J'en ai encore pour 10 minutes là. C'est bon? Ok.
Ah bon, bah, parfait. À tout de suite, merci beaucoup. Alors, et c'est la revue de presse, c'est en live, hein, je vous mens pas. Là, en fait, il y a un taxi qui vient d'arriver et qui va m'emmener, tenez-vous bien, enregistrer une émission. Voilà. Et donc, je dois y aller bientôt. Non, c'est pour la matinée. Non, c'est pas pour la matinée. Et je vous fais un spoil. Alors, m'en voulez pas, les gars. Hein. Je sais, il y en a qui vont hurler, il y en a qui vont dire mais qu'est-ce qu'il fait à foutre là-bas. Je vais chez Hanouna. Ce soir, je suis chez Hanouna pour parler du clown, de l'hypothèse d'un clown à l'Élysée. Donc on verra ce que ça donne. Je pense que ça peut être marrant. J'ai dit oui pour déjà pour voir ce que c'était parce que j'ai envie de voir de l'intérieur cette émission. Ça y est, vous êtes fous. Il faut y aller. Et je pense qu'il faut y aller, oui. Et puis j'ai envie de voir ce que c'est. Et je serai avec une autrice qui vient de sortir un livre sur l'hypothèse du clown. Donc ne manquez pas l'émission de TPMP ce soir. Il y aura du poulain dedans. Non, je te jure, moins de 200 viewers. Non, restez les gars, restez. Non, restez les gars. Non. Et puis non, mais attendez, c'est intéressant parce que c'est le système Bolloré. Hein. H2O, c'est Hanouna Havas Production. Il fait partie de la sphère Bolloré comme Zemmour. Hein. Donc c'est important de voir ça. Et peut-être, ouais, j'emmènerai pas Jojo, je mettrai une cravate, vous verrez. Mais si, vous verrez, après Branco, le pauvre Juan Branco, il a passé un sale quart d'heure en même temps. Il faut pas violer les filles, Juan, il faut pas. Hein, même, je voulais regarder une comédie, elle voulait regarder un film de Godard, et hop, mais puis j'ai glissé, je l'ai enculé. Non, mais ça marche pas comme ça. Enfin, vas-y en jean, mais je suis toujours en jean, donc il y a aucun problème. J'arrive plus à Moi non plus, j'arrive plus à suivre. Oh purée, c'est un gros truc. Ouais, il y a 10 visios tous les jours, je sais, il sera pas là. Moi, j'y vais clairement pour un truc, hein, parler de l'hypothèse du clown. Mais mon Dieu, les gars, je sais que ça va faire... je vais m'en prendre plein la gueule. Restez, partez pas. Bon, allez, on finit cette revue de presse quand même. Après, on va s'enjailler, vous allez voir. Ça tombe au bon moment. À l'interview de Gérald. Alors Gérald Darmanin qui nous dit quoi? C'est dans le Figaro, ça. Alors attendez, il faut que je change le disclaimer. J'ai du mal à garder mais c'est tout ça. Ne prenez tout ça pas trop au sérieux. Je crois que c'est important de voir tout ce qui existe, hein, de comprendre un peu tout ça. C'est marrant quand même. Alors Gérald, il nous dit quoi? Alors Gérald, lui, il est content. Il est ministre de l'Intérieur, vous le savez. Et il nous dit bon, attendez, hein, il fait le lien tout de suite. Hein, ceux qui achètent de la drogue financent et arment des meurtriers. Et puis il fait tout de suite le lien avec l'immigration, très vite. Hein. Il dit bon, attendez. Combien de clandestins figurent encore au fichier des signalements pour la prévention de la radicalisation et terroriste en disant que la France est quand même le pays qui accueille le moins, hein, avec les OQTF, on a viré plein de personnes, 20 000 titres, etc., l'OFPRA. À ce jour, 1080 étrangers en situation régulière sont inscrits. Mais ils ne sont pas forcément en France puisque 587 ont déjà été expulsés du territoire national avec une interdiction de retour, hein, dont 200 l'année dernière. Pour le reste, ils sont soit en prison, soit en HP, soit en attente de leur expulsion. Par ailleurs, hein, je peux vous révéler que ce fichier, qui est un fichier de suivi et de renseignement et non de condamnation, composé de 20% d'étrangers, abrite 4000 personnes non françaises en situation régulière. Hein, 25% d'Algériens, 20% de Marocains, 15% de Tunisiens et 12% de Russes. Ouais. Pour cela, je demande la dégradation de leur titre de séjour et nous l'avons obtenu pour 200 d'entre eux ces 6 derniers mois, ce qui est un record. Par ailleurs, au titre des trafics de stupéfiants ou des délits de droit commun, 600 des 1200 étrangers sortis de prison depuis janvier ont été expulsés du territoire national. Voilà, ceux qui restent en France sont sous le coup d'une mesure de reconduite. Nul besoin d'une nouvelle loi d'immigration. Il suffit juste d'appliquer les textes. C'est vrai, il suffit d'appliquer les textes. Bravo Gérald. Donc là, on voit que la campagne est lancée et que lui, il faut se méfier de Gérald Darmanin. Il a de grandes ambitions, hein, pour lui-même. Je pense qu'il se voit bien au-delà du ministère de l'Intérieur. C'est un tremplin, le ministère de l'Intérieur. Hein. C'est là qu'il y avait Valls, c'est là qu'il y avait Sarkozy. Oulala, c'est un oulala. Et donc voilà. Je pense qu'on va bouffer du Darmanin pour les 30 prochaines années. Hein, s'il n'y a pas un scandale sexuel qui arrive ou un truc, c'est... Oh là 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 là. Ne jamais lui tourner le dos. Oui, tu m'étonnes. C'est assez dingue. Enfin bref, voilà donc une belle interview de Gérald Darmanin. Alors il est tout le temps comme ça.
Mais c'est son savoir-faire. C'est un vrai savoir-faire, ça, Gérald. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Alors, attendez, je vais peut-être pas te parler de tout, parce que là, je vais pas faire poireauter le taxi des plombs. Ah oui, une lettre ouverte des élus du territoire de Belfort au président de la République. Et oui, puisque la vente d'Alstom fait que GE est en train de virer 1000 personnes du site de Belfort qui travaillent dans le nucléaire en disant que c'est à cause du charbon. Hein, parce que oui, avec l'activité charbon, vous comprenez, on doit virer des gens. Et ils disent, bah non. Et voilà, l'État ne peut avoir l'intention de racheter l'activité nucléaire de General Electric et ne pas intervenir au démantèlement d'un savoir-faire. Et oui, le problème, c'est qu'on va devenir dépendant, y compris pour la gestion, la maintenance de nos centrales, d'une puissance étrangère. Tout ça grâce à Emmanuel Macron, évidemment, bah, bien sûr. Voilà. Donc là, les élus du territoire de Belfort qui en appellent au président de la République d'arrêter les conneries, hein, gentiment. Nous comptons sur votre implication pour préserver l'emploi et l'industrie nucléaire française. Hein. Bah, compte toujours. Oui, pas de problème. Ça ira pour la campagne, mais après, c'est Dieu pour tous et Dieu pour moi surtout, et Macron pour personne. C'est voilà. Belle lettre. Les mecs en sont amenés à une lettre ouverte quoi dans le Figaro. Hein. Et puis Christian Estrosi, rien de rien, il ne regrette rien, cri-cri. Il s'en va. Il s'en va, la tête haute, la jambe droite. Je m'en vais de LR. Voilà. Alors, est-ce qu'il faut un nouveau parti, Christian? Il est temps de reconstituer une grande formation politique moderne autour de la France audacieuse pour rassembler les gens de droite et du centre autour d'un vrai projet où l'on ne passe pas son temps à parler de soi en bureau politique, mais d'industrie, d'environnement, de sécurité, d'immigration contrôlée. Mais dis donc, mais ça s'appellerait pas la République en marche, Christian? Qu'est-ce que tu vas aller créer? Un micro-parti où tu vas être deux, alors que tout le monde t'attend à la République en marche. Stanislas, il est comme ça, l'œil qui brille et tout. Il y a Christophe Castaner qui lui est de gauche, Fort le Calquier, tout ça, qui fait ah, entre ici, mon ami Estrosi. Et puis alors, LR vous reproche de jouer un jeu dangereux, hein, au risque de faire gagner le RN. Par leur attitude, ils finissent par banaliser Marine Le Pen et le RN, à trop vouloir souligner qu'il n'y a pas de différence entre eux et le RN, alors ils l'amènent au pouvoir. Oui, à force de faire des barrages foireux aussi. Comptez-vous travailler avec Emmanuel Macron, Christian Estrosi? Je n'ai aucune ambition nationale. Ah, contrairement à des sous-entendus. Je n'ai rien négocié avec qui que ce soit, car je n'attends rien, et Nice compte plus que tout, à mes yeux. Le prix de ma liberté est trop précieux. Je suis un homme libre. La liberté n'a pas de prix. Putain, on dirait Moundir dans Koh-Lanta, quoi. Et non, c'est Christian Estrosi, le maire de Nice, qui nous gratifie de quelques pensées philosophiques au petit matin. Voilà, donc je vais aller chez Hanouna parler du clown, mais les clowns, ils sont là en cravate tous les jours sur les plateaux pour nous raconter ce discours-là. Il est creux, il est vide. Le mec dit « Je veux sauver mon cul, je garde Nice et PACA, j'ai fait un deal avec Muselier, m'emmerdez pas ». Le mec, il y a 5 ans, il avait un discours du Front National. Hein, c'est voilà. Bon. Mais non, mais Christian est un maire formidable, c'est un homme formidable. Et puis alors, bah oui, vous pouvez plus le voir, je sais, mais non, mais il a 33 dans les sondages. Mais Emmanuel Macron, il était en campagne. Il est toujours en campagne. Et là, il mise sur une année utile. Et les mecs nous disent « Ah là 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 là, les oppositions n'auront toutes qu'un seul but, nous paralyser. Alors le seul et le meilleur moyen d'y répondre, c'est d'être en permanence en mouvement. » Comme un... Il se passe des trucs dans cette revue de presse. Comme Mohamed Ali. C'est ce que les Français attendent de nous. Oui, soyez bien en mouvement, là-bas. Tu vois le mouvement? Non, plus loin. Recule encore. Recule. Oui, plus loin. Ah voilà, c'est bien. Il est tombé. C'est voilà. Donc ils attendent de ça. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il veut faire passer? Le président de la République prépare la rentrée de septembre avec une idée, profiter de la fenêtre parlementaire pour faire passer 1 ou 2 textes. Pas question d'apparaître comme un président du renoncement. Il veut faire passer, bien sûr, la réforme des retraites, mère de toutes les réformes, selon les mots d'un proche. Et oui, l'idée, c'est de la faire passer. Alors, soit juste avant, ce serait compliqué, soit dire on attend d'être élu pour la faire passer. Donc, vous savez, si vous votez pour Cruello ou pour lui, que vous allez, la retraite, vous l'oubliez, vous êtes là, c'est poubelle, l'assurance chômage aussi. Ils veulent continuer de réformer depuis début 2020 avec son volet paramétrique, appelle-t-il ça, financement, comporte des mesures d'économie, voilà, c'est super. Donc on pourrait la coupler dès l'automne avec une réforme du grand âge qui est coûteuse, mais qui ce serait la jambe gauche en bois, la jambe gauche coupée, vous savez, qui est en bois. Peut-être qu'il pourrait la mettre pour reprendre le contrôle. Voilà, donc c'est scandaleux. C'est Emmanuel Macron qui est en campagne permanent, le candidat permanent. Je n'ai rien à dire là-dessus. Mais à part, c'est fatigant tout ça, c'est fatigant.
pénurie de fourches dans le sud. Tu mets Hanouna qui appelle les ministres en direct. Oui, bah oui, oui, oui. Qu'est-ce que tu vas y dire? Bah, vous aurez la surprise ce soir. 2022, tout sauf M le maudit. Et oui. Et le Figaro qui, salons-le quand même, est le seul quotidien à parler de la Colombie. Alors j'espère que Libé va faire un gros dossier quand même, parce que c'est très absent des trucs. Colombie, alors bon, ils disent quand même c'est un grave chaos social. Ils disent pas que le gouvernement est un gouvernement d'extrême centre, extrême droite, ultra radical qui tue les manifestants, une cinquantaine de morts, des disparus, tout ça parce que quoi? Ah bah le gouvernement voulait faire une réforme fiscale. Eh ouais, faire augmenter la TVA. Et là les Colombiens ont dit, mais il y en a marre d'être pris pour des cons. Et un peu comme les gilets jaunes, mais un peu boosté à la testostérone, là les mecs ont dit non, le BD c'est non, ça c'est pour hommes faibles, toi tirez balle réelle. Ils ont brûlé des maisons, violé. Il y a des appels de Cali, la grande ville du pays. Enfin, c'est le chaos total avec Duque, qui est ce président indigne qui est en train d'assassiner son peuple. Il y a des appels à SOS Colombie pour les aider parce que, oui, le néolibéralisme n'a qu'un horizon, c'est celui de la guerre civile. Et ce sera la violence, la seule réponse à toutes les revendications sociales dans les années à venir. Et Emmanuel Macron fait partie de ce système de réponse par la violence. Ça a été la réponse aux Gilets jaunes. Ensuite, il y a eu l'enfumage du grand débat. Là, il nous prépare une grande concertation durant l'été, parce que ça n'en finit jamais, les grandes concertations. Et voilà, donc pensez au peuple colombien ce matin. Courage et force à eux. Moi, je vais devoir vous quitter. Je vous donne donc rendez-vous ce soir pour ceux qui ont le cœur bien accroché chez Cyril Hanouna, TPMP. Oui, mesdames, messieurs. En attendant, continuez de parler de cette revue de presse. Elle est quotidienne. On se moque de cette société du spectacle parce qu'elle est dangereuse, mais parce qu'elle est aussi divertissante. Et oui, c'est pour ça qu'on en rit. Et puis, peut-être qu'on en... au moins, je vous ferai un débrief lundi de comment ça se passe en loge. Et puis voilà, c'est intéressant pour tout le monde, je crois. Je vous dis bonne journée, passez un bon week-end, prenez soin de vous, de ceux que vous aimez, prenez pas ça trop au sérieux, parce que voilà. Et puis gardez la pêche et restons coupés.